Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Lestat JDR pour ce nouvel atelier JDR. Et aujourd'hui, je vous parle de mon système de règles maison. Ça fait un moment que je voulais faire cette vidéo. Je pense que j'ai des choses à vous montrer. Alors vous pouvez uniquement écouter, je pense que ça suffira. Néanmoins, j'ai quand même quelques éléments à vous montrer. Alors ça ne sera pas comme mon ami Eric de la chaîne des Sans-Froid. J'ai pas tout un PowerPoint ultra mis en valeur pour vous expliquer les règles. Je ne suis pas aussi doué que lui pour ça. En revanche, je vais m'efforcer d'être clair par les mots pour que vous puissiez bien comprendre mon système. Et au-delà de vous l'expliquer, en tout cas sur les points majeurs, je vais aussi vous donner les arguments, en tout cas les raisons de mes choix sur le système. Commençons donc déjà par mes sources d'inspiration. Ce système est né au fil des années parce que je l'ai testé, il a évolué, à partir de deux jeux de rôle principalement, que sont Warhammer 2e édition et le Monde des Ténèbres, le deuxième Monde des Ténèbres, le nouveau Monde des Ténèbres. Alors vous allez me dire, vraiment aucun rapport entre les deux systèmes, bah, c'est vrai, mais je jouais en parallèle sur les deux, et donc les deux ont contribué à faire naître mon système maison. Et au-delà de ces inspirations, je peux également citer Cthulhu Dark, qui est une version très simplifiée de l'appel de Cthulhu, un petit peu Savage World, et je pense que c'est à peu près tout pour les inspirations. Non, Cthulhu V7 aussi, l'appel de Cthulhu 7e édition. Et puis vous constaterez probablement des ressemblances avec le système de brigandine de James Tornade, et peut-être même un petit peu Face, son deuxième jeu de rôle. Et là pour le coup j'insisterai toujours là-dessus. Pourtant, ce ne sont pas des sources d'inspiration. Je n'ai connu ces jeux qu'après avoir développé mon système. Mais je les ai vraiment retenus parce qu'en les découvrant, j'ai trouvé quelqu'un qui avait eu à peu près le même cheminement de pensée dans la création de son système. Et donc, c'est là où je me suis dit, bon, bah, je ne suis pas fou. Il y a des gens qui recherchent un peu la même chose. Mais paradoxalement, voilà, donc il y a des ressemblances, mais ces deux jeux ne font pas partie de mes sources d'inspiration. Mais voilà, je pense que c'est important de les noter. En plus, ce sont de bons jeux, en particulier Brigandine, que je connais mieux que Face. Bref. Alors, avant de vous expliquer mon système, je vous donne quelques arguments, enfin quelques éléments qui, selon moi, doivent apparaître dans un système. En tout cas, pour le type de jeu que je veux mener, qu'on s'entende bien. J'ai la prétention que mon système est le système de jeu parfait pour ce que j'ai envie de faire moi. Voilà, qu'on s'entende. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai développé un système perso. Alors le premier élément pour moi, c'est que le système devait faire en sorte qu'en tant que maître du jeu, je n'ai plus jamais à lancer les dés. Mais quand je dis plus jamais, c'est sans aucune exception. Donc c'est ce que fait mon système, je ne jette jamais les dés en tant que maître du jeu. Je sais que Brigandine fait ça aussi, mais il y a quand même quelques jets de dés pour les dégâts notamment ou les attaques à distance par le maître du jeu. Moi, rien du tout. C'était un critère important. Le deuxième critère est que je souhaite que le système soit au service de la narration et pas l'inverse. C'est-à-dire que en jeu, je ne veux pas qu'on ait à penser au système. Je veux qu'on puisse dire, ben voilà, je fais telle action, je pense à l'histoire, je pense à mon agissement et je ne m'embarrasse pas de savoir si le système le permet. Simplement la cohérence de l'univers, est-ce que c'est réaliste dans l'univers dans lequel on joue? Et j'ai tendance à jouer dans des univers un peu réalistes quand même, hein, donc le système reflète ça. Je ne veux pas l'inverse, c'est-à-dire que avant d'agir, avant de dire narrativement ce que l'on fait, il faut penser au système. Voilà, il y a des jeux comme ça où on doit d'abord penser système. Et des jeux, j'ai découvert récemment 7ème mer où il y a un système de mise, il faut avoir les mises en tête pour pouvoir agir. Il y a plein d'autres systèmes comme ça où il faut penser à ses capacités pour pouvoir dire ce qu'on fait nécessairement. Ça, c'est vraiment pas les choses que je favorise. Donc c'est ce que j'appelle un système au service de la narration. On n'a pas à penser au système. Le système doit être suffisamment souple pour permettre au maître du jeu de proposer un jet de dés, quelle que soit l'action soumise par un personnage joueur. Donc ça, c'est des éléments vraiment importants que je souhaitais intégrer au système. Une forme de réalisme aussi. J'ai tendance à jouer dans des univers, notamment le mien, où on doit ressentir une forme de réalisme, même si c'est du fantastique ou de la low fantasy ou des choses comme ça. C'est vrai notamment pour les combats. Je voulais à tout prix éviter ce que j'appelle le syndrome de l'arbalétrier à bout portant, c'est-à-dire vous avez un joueur qui est menacé par un arbalétrier ou même quelqu'un avec un pistolet, peu importe, à bout portant, et il lui dit, bah voilà, fais ce que je dis, sinon je tire.
Et dans beaucoup de jeux de rôle, c'est pratiquement impossible de mourir d'un seul coup, en fait, notamment avec les points de vie ou autres. Et donc le joueur peut toujours se dire, bon bah, je lui fonce dessus, dans le pire des cas, je prendrai beaucoup de dégâts, mais je ne peux pas mourir sur un coup. Ça, pour moi, c'est un tu-réalisme. Et je souhaitais que mon système puisse être réaliste dans ce genre de situation-là. Et que donc, un personnage, quel qu'il soit, PNJ ou PJ d'ailleurs, puisse mourir comme ça, d'un seul coup, que ce soit au cours d'une seule passe d'armes ou d'un tir bien placé. Je voulais que ce soit possible. D'un autre côté, il fallait aussi, c'est un peu le paradoxe, que les personnages joueurs puissent durer dans une campagne, sinon ça n'a pas de sens non plus. Donc voilà, ça c'était un élément important, une forme de réalisme, mais qui ne soit pas non plus mortel au point que ça devienne ridicule et qu'on ne puisse pas tenir une campagne. Donc il fallait trouver un équilibre. Et je pense que c'est à peu près tout sur les éléments majeurs du système. Peut-être qu'il y en aura d'autres qui surgiront, et de toute façon je vous les expliquerai à mesure que je raconterai ce système. Alors, pour m'aider à expliquer, je vais tout d'abord vous montrer ce à quoi ressemble la fiche de personnage. Alors, vous voyez, elle est très dépouillée. Et je vais surtout vous expliquer. Allez, commençons. Les attributs, là, c'est pour les personnages joueurs. Qu'on s'entende, mes PNJ n'ont jamais une fiche de personnage comme ça. Hein. C'est uniquement pour les joueurs. Les attributs, ça va être compris entre -2 et +2. Et de base, par défaut, les joueurs ont +0. Et s'ils veulent un +1 quelque part, il faut qu'ils mettent un -1 quelque part. S'ils veulent un +2 quelque part, il faut qu'ils mettent 2 -1 quelque part ou un -2. Voilà, donc dès le départ, si vous voulez, c'est très simple, mais il y a un choix à faire. Et vous allez comprendre que le dé que j'utilise pour mon système, c'est le D10, ce qui n'est pas une amplitude de hasard très importante. Donc un +1 ou un -1, ça fait une grande différence. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'amplitude maximum, hein, c'est -2, +2, comme je l'ai dit. Il n'y a ni au-dessus ni en dessous. Voilà pour les attributs, je vous dirai après à quoi ils servent. Hein. Les voix, c'est là où vous allez peut-être reconnaître un petit peu de Savage World et peut-être même un peu de face de James Tornad, comme je le disais, puisque j'ai souhaité rassembler en quelques grandes catégories de compétences, donc les voix, toutes les compétences standards du jeu de rôle, principalement de fantasy, mais je pense qu'on peut l'adapter, parce que au départ, j'avais d'ailleurs proposé une grande diversité de compétences et je me suis rendu compte qu'en fait, plus il y avait une diversité de compétences, moins ces dernières étaient utilisées fréquemment. Et je souhaitais que cela n'arrive pas, en particulier des compétences qui sont intéressantes et qui servent un peu moins que d'autres. En fait, plus il y en a, plus certaines sont des meilleures compétences parce qu'elles interviennent plus souvent. Et ça m'embêtait. Donc, il y a 4 voies, survie, guerre, filouterie et éloquence, qui rassemblent toutes les compétences qu'on peut rencontrer en général dans le jeu de rôle. Et comme vous le voyez, chaque niveau est associé un type de dé. Ça, je l'ai repris de Savage World. La différence étant que Savage World a aussi un système de dés pour les attributs. Or, moi, j'ai pris des bonus-malus pour les attributs, car je voulais vraiment montrer la différence entre ces deux éléments. Les attributs, c'est un peu le talent, j'ai envie de dire votre appétence naturelle. Les voix, c'est vraiment les compétences. Spécialité et traits, c'est là où vraiment on entre dans le détail, dans ce qui va caractériser un personnage. Là, on peut être créatif, on peut avoir des spécialités, on peut avoir des traits particuliers qui vont un peu modifier les règles. J'entrerai pas trop dans le détail aujourd'hui, c'est pas le but, mais c'est là qu'on peut avoir des petites compétences très sympas, très caractéristiques, très narratives, mais qui ne sont pas forcément utilisées très souvent. Et c'est pour ça que je les sépare, comme ça je peux donner des points là-dedans, ça coûte rien et on ne se prive pas des compétences majeures en voulant mettre des spécialités et traits. Bon, mais ça aujourd'hui j'en parlerai pas trop, c'est vraiment un peu en parallèle. Je vais pour l'instant m'arrêter là dans la description de la fiche de personnage et je vais vous expliquer la base, le cœur du système. Et je reconnais que sur cette base je n'invente pas la roue, mais ça me va très bien si c'est simple. Je pense que mon système se démarque surtout, comme beaucoup de systèmes, lors des phases de combat. Ce qui est paradoxal parce que j'ai pas énormément de combats finalement dans mes histoires, en tout cas pas régulièrement, pas très souvent, mais il se trouve que c'est là-dessus que ça se démarque. Bref, donc la base, comment ça fonctionne? Lorsque vous souhaitez effectuer une action
dont le MJ détermine qu'elle a une chance d'échec, en tout cas un risque d'échec en l'occurrence, alors on lance les dés. Bon, classique. Si l'action à effectuer peut être tentée par n'importe qui, c'est-à-dire sans avoir besoin d'une expertise particulière. Exemple, tenter de persuader quelqu'un, même si vous n'avez pas été roué à l'art de la persuasion, tout le monde peut le tenter. Alors que concocter quelque chose de chimie, un composant chimique, ou construire une fusée, c'est pas donné à tout le monde, il faut un truc spécifique. Bon, si c'est potentiellement accessible à tout le monde, et ça inclut le combat, alors on a un des 10 de base. Ensuite, si on a des points dans la voie correspondante à l'action, alors on a un deuxième dé qui correspond au niveau de cette voie. Donc là, vous le voyez sous les yeux sur la fiche de personnage, ça peut être un D6, un D8, un D10 ou un D12. Là, c'est vraiment la base. Si en plus, dans cette action, le MJ détermine que le personnage joueur possède un avantage tactique de par l'environnement ou de par ce qu'il a mis en place, peu importe, alors il aura un D10 supplémentaire. Donc il peut avoir jusqu'à 3 dés. Et lorsque les dés sont lancés, on garde le meilleur des dés. On garde un seul des dés, mais on garde le meilleur. Si au contraire ce n'était pas un avantage tactique, mais que le MJ considère que le personnage avait un désavantage tactique, alors on a aussi un D10 en plus, mais au lieu de choisir le meilleur, eh bien on choisit le deuxième si on a 3 dés, le deuxième meilleur si on a 3 dés, et le moins bon si on avait en fait que 2 dés. Et l'objectif est... Ah pardon, et je termine, et le meilleur résultat donc est choisi, en tout cas le résultat approprié est choisi par rapport à ce que je viens de vous dire, et là on applique l'attribut qui correspondait au jet de dés. Donc ça peut être -2, -1, +0, +1 ou +2, suivant l'attribut. Et l'objectif est de faire autant ou plus qu'un seuil de difficulté qui a été déterminé par le maître du jeu. Et ce seuil de difficulté, ça va être 4, 6, 8 ou 10, parfois plus, 12, 14, ça va comme ça de 2 en 2, mais de manière générale, c'est 4, 6, 8, 10, parfois 12, ça tourne souvent autour de ça. Donc c'est très simple, le maître du jeu choisit un de ces seuils de difficulté, l'annonce, dit quel attribut est impliqué et quelle voie dans le jet de dés, on lance les dés, il y a très peu de calculs impliqués dans ce test-là, et si c'est un résultat égal ou supérieur au seuil de difficulté, l'action est réussie, si c'est en dessous, l'action est un échec. Alors on peut appliquer des degrés de succès, je sais que, encore une fois, mon ami Eric de la chaîne Des Sang-Froid, lui, dans son système perso, a réglementé cette notion d'échec partiel et de réussite partielle, d'autres le font aussi. Moi je l'autorise dans le système, mais là c'est plus à l'appréciation du MJ. Je n'ai pas de règles pour illustrer ça. Je préfère vraiment garder un système simple et dépouillé. Donc vraiment, voilà pour le cœur du système. Je l'ai dit, hein, je n'invente pas la roue ici, mais c'est un système moi qui me convient parfaitement parce qu'il ne prend pas de place. Et ça, c'est un autre élément d'ailleurs que j'aurais dû préciser en préambule. C'était important pour moi que le système ne prenne pas de place. C'est particulièrement vrai d'ailleurs en combat. J'en profite d'ailleurs pour en parler. Je souhaite que les combats soient hauts en couleur, narratifs, mais également rapides. Alors, à la limite, la rapidité est moins importante que le fait que les combats soient hauts en couleur et narratifs plus qu'un enchaînement de jets de dés et de chiffres. Mais parfois, quand même, c'est bien que ce soit rapide. Un combat qui s'éternise, c'est rarement bon. Donc voilà, le système ne prend pas de place. Ça prend vraiment 10 secondes pour demander un test et avoir le résultat. Et c'est parfaitement ce que je veux. Maintenant, justement, là, je vous ai donné la base. Ça s'applique à peu près toutes les situations. On peut rentrer dans la partie combat, qui se complexifie un peu. Alors, surtout quand je l'explique. L'expliquer paraît plus compliqué que l'utiliser en fait. Et j'en veux pour preuve la première vidéo des Enfants du Fleuve que vous trouverez sur la chaîne Pilule Rouge, donc c'est ma campagne de jeu qui est en actual play. La toute première vidéo, l'épisode 1, montre un combat assez rapidement, après quelques minutes seulement de vidéo, un combat sur un bateau qui, je trouve, est réussi. Je vous invite
d'ailleurs à le regarder si vous voulez voir ce système en action. Ça vous donnera une idée de ce qu'on peut accomplir avec le système en termes de narration. Alors peut-être que ça vous plaira pas, mais moi je trouve que c'est un combat plutôt bien réussi et j'aime bien le prendre en exemple. Je vous mettrai le lien dans la vidéo. Et si j'y pense, j'en parlerai aussi à la fin de la vidéo pour vous le rappeler. Donc voilà ce que j'attends du système en combat. Comment ça se passe concrètement? D'abord, avant de vous expliquer comment se déroule le combat, il faut que je vous montre comment, à quoi ressemble, j'ai envie de dire, la fiche, ou plutôt les caractéristiques d'un ennemi. Puisque je n'ai pas de fiche de personnage pour les PNJ. Ça c'est très clair. Mais vous allez vite comprendre que, comme je ne jette pas les dés, en fait les ennemis ont aussi un seuil de difficulté. Un peu comme la difficulté d'un test classique tel que je viens de vous le décrire. Il faut aussi savoir que, à l'image d'un système comme Brigandine, je fonctionne avec des passes d'armes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'initiative. Les combattants vont s'affronter en même temps et il n'y aura qu'un seul jet pour déterminer qui gagne la passe d'armes. Il n'y a pas de c'est à moi d'essayer de toucher, puis à toi, et ainsi de suite. Les deux essaient de toucher en même temps et le vainqueur de la passe d'armes est celui qui appliquera les dégâts. Ça, c'est aussi dans le système donc, de Brigandine, ce que j'ai découvert, je crois, à peu près en 2016. Moi, ça faisait déjà un moment que j'utilisais ce système-là. Je crois même que c'est le premier élément de personnalisation que j'ai mis en place en jouant à Warhammer V2, parce que je n'aimais pas cet aspect j'essaie de toucher, puis c'est à toi, et ainsi de suite. En plus, ça faisait des tours de combat nuls, c'est-à-dire où il ne se passait rien. Et j'ai absolument besoin que moi, à chaque passe d'armes, à chaque tour de combat, la situation évolue, ne serait-ce qu'un minimum, mais il faut qu'il y ait un changement. Je ne veux pas de statu quo entre les tours, ça ralentit pour rien. Donc c'est un système de passe d'armes. Comment ça se passe exactement? Je vais vous montrer à quoi ressemble un ennemi. Voici les caractéristiques d'un ennemi. D'ailleurs, je vais peut-être un peu le déplacer pour que vous voyez mieux. Voilà. Tout d'abord, là c'est le cas d'un brigand, l'ennemi a un indice de dangerosité. Souvent, ça va être 4, 6, 8, 10, 12. C'est en fait la compétence de combat au corps à corps de cet adversaire-là. 4, c'est quelqu'un qui ne sait pas se battre. 6, c'est quelqu'un qui a reçu une formation, donc un garde, un brigand, quelqu'un qui s'est déjà battu. 8, c'est un bon combattant. 10, c'est un excellent combattant. Et 12, c'est un champion. Voilà, en gros, c'est ça. En ce qui concerne les monstres, ou des cas exceptionnels, ça peut aussi être plus élevé. On fait un peu ce qu'on veut, mais restons dans ce qu'on trouve de manière standard. Ensuite, il y a la caractéristique de taille. Les humains, c'est 0, quoi qu'il arrive. Et comme ce sont les ennemis qu'on rencontre le plus dans mes campagnes, en général ça suffit, et puis dès qu'on arrive sur du monstre, là ça peut aller à 1, 2, 3, 4, et en fait la taille, la valeur de taille s'ajoute à la dangerosité. Vous avez compris que la dangerosité, 6, c'est le seuil de difficulté brut, et à cela on va ajouter différents critères. Donc si la taille est de 3, donc c'est un monstre assez gros, on va ajouter 3 à l'indice de dangerosité. Parce que oui, en combat au corps à corps, la taille, ça compte. C'est pas pour rien qu'il y a des catégories de poids dans les sports de combat. Ensuite, on a l'arme. Je l'ai dit, j'avais envie que ce système soit réaliste, et par conséquent, tout ce qui est équipement, que ce soit armure et armes, ça a un impact très important dans le combat. C'est pas pour rien que l'équipement guerrier a évolué au fil des centaines d'années et même des millénaires. C'est que ça fait une vraie différence entre un combattant correct qui est très bien équipé, s'il est contre un très bon combattant qui est mal équipé, eh bien clairement je donne l'avantage au premier. De la même manière, c'est pas pour rien que on dit toujours, même quelqu'un qui sait très bien se battre à main nue, face à un couteau, tu cours. Voilà, donc ça, je voulais cet aspect réaliste, et je voulais donc que l'arme entre en jeu, mais de manière simple malgré tout. Donc chaque arme a une sorte d'indice, de bonus qu'on applique en fonction de son allonge et de sa manœuvrabilité. C'est un peu les deux, c'est-à-dire qu'une pique, par exemple, ça a beaucoup d'allonge, mais il y a un moment où ça devient presque un handicap. Je ne rentre pas dans les détails là-dessus, mais dans l'exemple que je vous donne, ce brigand possède une épée à une main, ce qui représente un bonus de 2 que l'on ajoutera à sa difficulté. Il y a également la protection. Protection, chez moi, ça va être 1, 2 ou 3. Ça va jamais plus que ça. C'est en gros l'armure. Les armures de cuir, pour moi, tout ça, c'est pas de la protection, ça vaut rien, c'est 0. On commence à avoir de la protection quand on porte, par exemple, une brigandine, comme dans l'exemple.
2, ça va être une cotte de maille sur une grande partie du corps. 3, c'est carrément l'armure de plaque complète. Hein. Je ne travaille pas trop sur les détails et les différentes variations possibles. Je me facilite la vie. La protection va aussi s'ajouter à la difficulté. Alors là, je vais entendre les cris hérétiques. On va me dire que l'armure, normalement, doit se soustraire aux dégâts et ne pas entrer dans la difficulté de la passe d'armes et du combat. Je pense que pour répondre à ça, puisque c'est un débat que j'ai déjà vu, je ferai une vidéo dédiée, peut-être même un café JDR, parce que j'ai beaucoup d'arguments pour à la fois pour soutenir le fait que c'est plus intéressant d'avoir l'armure qui vient comme un bonus dans une passe d'armes plutôt que comme un absorbeur de dégâts, en cela que c'est ludiquement plus intéressant et beaucoup plus réaliste malgré ce que l'on peut souvent penser. Mais je vais résister à rentrer dans le détail sur cette vidéo, ça prendrait trop de temps. C'est quelque chose que j'aborderai. Donc voilà, la protection s'ajoute. Et donc ça donne une difficulté totale. Dans ce cas-là, de 9. Alors évidemment, j'ai mis là 5 minutes à vous expliquer ça. Il est évident que quand j'ai besoin d'un ennemi en jeu, j'ai pas besoin de l'expliquer. Donc en général, en 10 secondes, j'ai griffonné les caractéristiques de mon ennemi. C'est là où c'est simple. Donc il a une dangerosité de 6, c'est sa compétence. J'ai ajouté sa taille 0, j'ai ajouté son bonus d'arme 2 et sa protection de 1. Donc j'ai un adversaire qui a une difficulté de 9. Et donc, lorsque le joueur qui affronte ce brigand va jeter les dés, donc il va jeter un dé 10, puis un autre dé pour sa voix en guerre s'il en a, c'est la voix guerre qui intervient dans le combat au corps à corps, et il ajoutera son bonus de robustesse s'il en a un, ou son malus d'ailleurs, au résultat qui sera le plus élevé. Si le score total correspond à la difficulté du brigand ou plus, alors le joueur gagne la passe d'armes. Si c'est inférieur, alors il la perd. Lorsque on sait qui gagne la passe d'armes, on va pouvoir jeter les dés de dégâts. Alors oui, il y en a qui vont me dire que ça ralentit les jets de dégâts. J'ai essayé avec mon système sans jet de dégâts et je trouvais ça moins intéressant parce qu'il y a moins de... Pour le coup, il y a un petit peu moins de hasard sur les dégâts et je trouve que c'est réaliste aussi de jeter les dés de dégâts, ça prend pas tant de temps en plus. Et c'est réaliste parce qu'on n'a pas toujours l'ouverture qu'on voudrait même si on est bon. Donc, quand le joueur gagne la passe d'armes, il va jeter les dégâts. Alors les dégâts, ça dépend de l'arme. Ça peut être 1 d 10, ça peut être ce que j'appelle 2 d 10+, ça veut dire on jette 2 d 10 mais on garde le meilleur. Ou ça peut être 2 d 10-, on jette 2 d 10 mais on garde le moins bon. Puis après, il y a la variante 3 d 10+, 3 d 10-, bref, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes les armes que j'ai dans ce jeu. Donc, il jette les dégâts. Et si le joueur a perdu la passe d'armes, c'est ça qui est drôle, ça que j'aime bien dans le système, c'est qu'il va aussi jeter les dégâts, mais en fonction de l'arme de l'adversaire, et ça sera contre lui-même. Donc ce n'est pas moi en tant que maître du jeu qui jette les dégâts, c'est le joueur, même quand il a perdu la passe d'armes. Comme ça, il prend une forme de responsabilité, et s'il fait un jet très élevé, il aura des dégâts très importants contre lui-même. Donc on jette les dés en fonction de l'arme, qu'on ait perdu ou gagné la passe d'armes, et au résultat, on va ajouter la marge de réussite de la passe d'armes si celle-ci a été gagnée, ou la marge d'échec si elle a été perdue. Si je reprends l'exemple du brigand, admettons que notre joueur a fait un total de 12 à son résultat, eh bien la marge de réussite c'est 12 moins 9, 3. Donc c'est 3. Donc il ajoutera 3 au résultat des dégâts. A l'inverse, si il a fait 8, donc moins, il a perdu la passe d'armes, la marge d'échec est de 1, donc il ajoutera 1 aux dégâts qu'il encaissera. La raison est que oui, j'aime bien qu'il y ait un peu de hasard, de suspense avec le jet de dégâts, mais je veux aussi que la compétence entre en jeu dans le calcul des dégâts. Donc c'est-à-dire que si une passe d'armes a été largement gagnée, on a été dominant, c'est qu'on a réussi à se créer une ouverture, je veux que ça facilite le fait de faire des dégâts, je trouve ça réaliste. Et ça veut aussi dire que s'il y a un écart de compétences important entre les deux combattants, eh bien le combat va sans doute aller beaucoup plus vite. Parce que le bon combattant va sans doute gagner la passe d'armes avec bien souvent un
une plus grande marge de réussite et donc les dégâts seront plus importants. Et ça, c'est réaliste. Quand deux combattants sont de compétences égales, finalement, il y a un peu plus de hasard. Alors que plus la différence de compétences se fait sentir, moins il y a de hasard et plus c'est évident qui va gagner ce combat. Donc je voulais vraiment que ça soit reflété aussi par le système. Donc là, vous avez compris comment on résolvait une passe d'armes et comment on calculait les dégâts. Maintenant, les dégâts ne sont pas directement appliqués. Et là, je les entends, mais dis donc, il y a combien d'étapes dans ton passe d'armes? En fait, tu voulais un système simple et ça prend 15 plombes. Encore une fois, à expliquer, je comprends qu'on puisse se poser la question. C'est pour ça que je vous réinvite à regarder l'épisode 1 des Enfants du Fleuve sur Pilule Rouge pour que vous puissiez voir que en pratique, non, ça ne prend pas beaucoup de temps. Je pense que ça va mieux l'illustrer que tous mes arguments ou toutes mes promesses. Donc une fois qu'on a les dégâts ne sont pas appliqués et je vais vous dire ce qu'on regarde. Et avant de vous le montrer, petite parenthèse, j'espère que vous me suivez toujours. Je vous invite à regarder sur la feuille de personnage que vous avez sous les yeux la caractéristique qui s'appelle détermination, parce qu'elle va intervenir là-dessus. C'est ce qui se rapprocherait le plus des points de vie, mais ça n'en est pas. Mais ça s'en rapproche. C'est une jauge, c'est la seule jauge. Il y a 4 ronds. D'ailleurs, je pense que je me suis trompé. Normalement, il y en a 5, plus 1 qui est le rond où c'est marqué brisé. Il me semble qu'il y a une erreur là. Ouais, ça devrait être 5 plus 1. Bon, c'est pas grave, je le rajouterai. Et ça, c'est la détermination. Et la détermination est une jauge qui combine plusieurs aspects. La fatigue, d'éventuelles blessures superficielles, mais ça va avec la fatigue, le stress, tout ce qui est peur, tout ce qui est stress en l'occurrence, et la chance. La chance, souvent, ce sont des points de chance qu'on utilise pour relancer les dés, pour faire durer les personnages. Je vous ai dit que je voulais quand même qu'ils tiennent une campagne entière potentiellement. Sauf que moi, au lieu d'avoir ces jauges de manière séparée, ce qui a été le cas longtemps dans mon système d'ailleurs, j'ai tout rassemblé en une, et donc c'est la détermination. Et la détermination peut s'éroder par la fatigue, par du stress et par le fait qu'on essaie de puiser dedans pour se créer de la chance, donc c'est plutôt la détermination, pour relancer des dés, etc. Donc ce sont 3 éléments extérieurs, stress, fatigue et utilisation de chance, entre guillemets, qui peuvent faire que la détermination s'étiole. Et gardez ça en tête, car je vous expliquerai ce que ça fait exactement. Bon non, en fait je vais l'expliquer tout de suite. Je me suis inspiré du monde des ténèbres pour le coup là-dessus. Quand on perd de la détermination, que ce soit par choix, en voulant l'utiliser comme des points de chance pour relancer un jet, ou par du stress ou par de la fatigue, eh bien on va commencer à faire des traits. Un trait dans un rond, puis dans l'autre, etc. On complète les traits jusqu'à ce que les 5 ronds soient remplis par des traits. Alors, donc là, il n'y en a que 4, plus 1, que lui, on ne remplit pas avec des traits. Et lorsqu'on arrive au bout de la jauge, on continue, mais cette fois on revient au début, et au lieu de faire des traits, puisqu'il y en a déjà, on colorie les ronds. C'est comme dans le monde des ténèbres, en fait, on passe 2 fois sur la ligne. Sauf que pour chaque rond colorié, eh bien, on a -1 à tous les tests, tous. Donc si on a 2 ronds coloriés, on a -2. Si on a 3 ronds coloriés, on a -3. Et je peux vous dire que quand le dé de base c'est un D10, eh bien ça va très vite. Et en combat notamment, eh bien, ça peut vite creuser les écarts en termes de marge d'échec et de réussite, comme je disais dans la passe d'armes. Donc ça rend vraiment vulnérable. C'est un moyen que les combats ne se prolongent pas nécessairement. Alors vous allez me dire, bah, du coup, c'est quand on arrive à briser en rond colorié que le combat s'arrête et que le personnage est mort. En fait, ça peut aussi être un peu long. Alors, quand on arrive à briser, le personnage n'est pas mort, mais il est hors de combat. Mais, et c'est là tout l'enjeu du système, en fait, on arrive rarement à l'état brisé. En général, on est mort avant. Et c'est là que je ferme ma parenthèse et que j'en reviens à la passe d'armes qui a été gagnée et les dégâts ont été roulés, d'une certaine manière. Bon. Une fois qu'on a le total des dégâts, on se réfère à une table. Alors vous allez voir, c'est une table ultra simple, moi je la connais par cœur maintenant, j'ai plus besoin de m'y référer. La table des effets des dégâts. Ici. Vous la voyez, en fait on regarde la colonne des dégâts, on regarde le total, et ce qui arrive au personnage, que ce soit le PNJ si c'est le joueur qui a gagné la passe d'armes, ou au joueur lui-même s'il l'a perdu,
eh bien, ce qui lui arrive, ce sont les effets en fonction des dégâts. Donc, ce n'est pas les dégâts qu'on applique, qu'on retranche à la détermination. Non, 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 c'est l'effet. Donc, je vais vous les lire. Si vous avez pris de 1 à 3 dégâts, ou votre ennemi, alors c'est ce qu'on appelle une mise en difficulté. Vous ou l'ennemi prenez un point de fatigue temporaire. Un point de fatigue temporaire, en gros, ça veut dire que je coche un point de détermination. Je ne vous explique pas pourquoi ça s'appelle différemment. C'est pour qu'on sache en fait si la détermination s'étiole à cause de la fatigue, à cause du stress ou à cause d'un autre élément. Parce qu'il y a des traits qui rendent plus résistants à l'un ou l'autre. Bon, en fait, je vous l'ai dit, peu importe. Vous prenez de 4 à 6 points de dégâts, en fait, vous ne prenez pas vraiment les dégâts, mais vous avez une égratignure, une contusion, vous prenez 2 points de fatigue, donc on érode la détermination d'autant plus. De 7 à 9, si vous avez gagné, si c'est vous qui infligez cet effet, vous aurez un avantage, donc un dé d'avantage à la prochaine passe d'armes, et en plus l'ennemi perd 2 points de détermination, donc prend 2 points de fatigue. A l'inverse, si c'est vous qui avez perdu la passe d'armes, vous aurez un désavantage contre cet ennemi à la prochaine passe d'armes. De 10 à 12, c'est un coup blessant. Et là, je vais y revenir parce qu'en fonction de si c'est un joueur ou un PNJ, on ne fait pas ça de la même manière. Et si c'est 13 ou plus, les dégâts, c'est un coup mortel. C'est-à-dire que là, on meurt. Donc en une passe d'armes, on peut mourir. Donc un PNJ peut être tué en un coup, mais un personnage joueur également. Et c'est souvent ça qui se produit. C'est pour ça que le combat, en général, il s'arrête bien avant que l'un ou l'autre des adversaires soit brisé au niveau de la détermination. Parce que quand on commence à prendre trop de malus, en général, l'écart se creuse. Et je vais même vous dire, bien souvent, le combat se termine avant même qu'il y ait eu des malus à cause de la perte de détermination. Ça va très vite, ça fait des combats rapides. Surtout quand il y a des écarts de compétences. Donc voilà, un PNJ ou un joueur peut mourir d'un coup par un coup mortel. Alors, je vais reprendre maintenant sur le coup blessant. Je vous ai dit que ça se réglait différemment. Si c'est un joueur qui a encaissé le coup blessant, parce qu'il a perdu la passe d'armes et donc il a fait le jet, alors on lance un des 10 sur la table des critiques. Alors vous allez me dire encore une table. Honnêtement, quand c'est un joueur qui prend un coup blessant, ça arrive pas si souvent, je trouve que ça vaut le coup de prendre quelques secondes de plus, quitte à ralentir le combat pour voir ce qui se passe. Parce que quand vous allez voir les effets sur les tables des critiques, vous allez comprendre que ça peut être durable. Donc ça ne me dérange pas dans un cas comme ça de prendre le temps. Donc je vais vous montrer ce que donnent les coups critiques. Hop. Ça c'est uniquement dans le cas d'un joueur. Je n'ai pas de table des critiques pour les PNJ. Vous comprendrez pourquoi. Donc, vous voyez là on lance simplement un dé de 10 et on regarde ce qui se passe. Alors si c'est des 1, 2 ou 3, on peut s'en sortir, on gardera peut-être une cicatrice, hein. Je vous laisserai lire, je ne vais pas tous vous les citer, mais je vous en donne un. Sur un 3, c'est choc violent, hors de combat pour un des 10 tours. Le personnage garde une cicatrice, si c'était une arme tranchante, ou alors il perd un des 4 dents, si c'était une arme contondante. Ce sont des exemples, après on improvise. Hein. Et en plus, il prend 3 points de fatigue, donc il coche 3 ronds sur sa jauge de détermination. En plus de ça. Si on va loin, un 7 par exemple, c'est défiguration. Moins 2 permanent en sociabilité. Et en plus, il prend 3 points de fatigue durables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on colorie directement les ronds sur la détermination au lieu de les cocher. Quand on arrive à des blessures comme ça fortes, directement, on prend des ronds coloriés, si j'ose dire. Donc on a les malus associés tout de suite. 9, on a de l'amputation. On refait un jet pour savoir si c'est une oreille, un œil, un bras, mais ça arrive pas souvent. Quand on en arrive là, en général, le destin du personnage en est changé à jamais. Et sur un 10, c'est mortellement blessé, le joueur va forcément mourir, mais il a le droit à une dernière action héroïque, un peu à la Boromir, quoi. Donc voilà, ça c'est vraiment quand ça sent le roussi pour le joueur. Lorsqu'il s'agit d'un PNJ, c'est-à-dire que c'est le PNJ qui a pris un coup blessant, alors ça dépend du PNJ. Si c'est un PNJ de base, un second couteau, c'est simple, le coup blessant, c'est comme un coup mortel, il est mort. Là, on ne s'embarrasse pas. Dès qu'un PNJ subit un coup blessant, il est hors de combat ou mort, peu importe, c'est terminé pour lui. En revanche, il y a certains PNJ
particulièrement narrativement importants peut-être, ou des monstres qui sont plus résistants. Alors il va sans dire, je me permets de redire, il va sans dire qu'aussi pour un coup mortel, un PNJ second couteau est mort aussi sur un coup mortel. Et un personnage joueur aussi. S'il prend un coup mortel, là, le 13+, que vous voyez en haut, le personnage joueur meurt d'un seul coup. C'est terminé. Il peut y avoir une mort instantanée aussi pour le joueur. Maintenant, pour les PNJ un peu plus costauds, comme je viens de le dire, importants, ou des monstres, là, c'est un peu différent, très légèrement. Et je vous réfère à nouveau ce brigand qui a une caractéristique de résistance. Une caractéristique de 1-0. D'ailleurs, c'est une erreur de ma part. D'ailleurs, j'aurais dû mettre 1-1, tout simplement. C'est ridicule ce que je viens de faire. Mais ça indique combien de coups blessants il peut prendre avant de mourir et combien de coups mortels. Bon, un brigand, normalement, c'est 1-1 et non pas 1-0. Je dis n'importe quoi. Bah, voilà, un coup blessant ou un coup mortel, c'est terminé pour lui. Mais on va avoir des adversaires, quelques-uns importants, ou des monstres, qui vont avoir une résistance de 2-1, par exemple. 2-1, ça veut dire qu'ils peuvent prendre 2 coups blessants ou un coup mortel avant de mourir. Et puis on a des bestiaux vraiment, vraiment costauds qui peuvent avoir du 3-2. Ils peuvent prendre 3 coups blessants ou 2 coups mortels avant de trépasser. Alors après, ça s'interprète. Si c'est un 3-2, je sais pas moi, un coup blessant, admettons que ce soit une créature insectoïde, je dis n'importe quoi, on peut dire que le joueur lui a infligé un coup blessant, il lui a tranché une jambe, mais comme c'est une créature avec 6 pattes, en fait, elle reste dangereuse. Et puis il faut savoir que si elle prend un coup blessant, elle prend aussi 3 points de fatigue temporaire, comme c'est indiqué sur l'effet des dégâts de corps à corps. Vous voyez, c'est indiqué, hein, il suffit de lire. Donc ça va aussi réduire sa jauge de détermination et l'affaiblir. Donc il y a une conséquence, c'est pas juste c'est le premier coup blessant, il se passe rien. Non, non, il y a une conséquence. Mais elle sera plus résistante. Donc ça s'interprète. Et c'est comme ça que je gère les PNJ importants. Ça veut aussi dire que la jauge de détermination, tout le monde a la même. Que ce soit un dragon ou vous, tout le monde a la même. Donc c'est important. Donc voilà comment ça se passe. Ça me permet de gérer les choses très facilement et de ne pas avoir en combat trop de chiffres à gérer. Vous voyez que c'est rarement des malus. Les seuls malus que j'applique, c'est au niveau de la détermination s'il y a lieu. Sinon, c'est que du bonus. Donc c'est des calculs très faciles et avec des petits chiffres en plus. Donc tout ça, ça favorise la rapidité des combats. Alors je le répète, je sais que les explications que je donne, ça paraît peut-être dans les explications compliquées, mais en pratique, c'est vraiment l'inverse. Et ça a complètement changé la manière dont les combats sont produits dans mes parties. Je ne pourrais jamais revenir, en tout cas pour mes parties, à un autre système, tellement ça a rendu les combats vraiment fluides, rapides. En plus narratif, parce que si vous regardez là les effets des dégâts, mise en difficulté, un point de fatigue temporaire, égratignure, tout ça, je donne pas trop de précision. Ça veut dire qu'on peut complètement narrer ce qui se passe comme on l'entend. Vous prenez 2 points de fatigue temporaire, mais je sais pas, vous avez peut-être, c'est peut-être même pas l'ennemi qui vous a touché, vous avez peut-être trébuché, vous êtes tombé, vous êtes fait mal à la hanche, ou alors vous avez très bien paré ses coups, mais il y en a tellement eu qu'en fait ça vous a fatigué. Ou alors, si c'est l'ennemi qui a pris les dégâts, peut-être que vous lui avez fait une entaille au torse, ou peut-être que vous lui avez simplement mis un coup de coude dans la mâchoire. On peut l'interpréter comme on veut. Ça, c'est intéressant. Alors, c'est pas le seul système qui fait ça, hein. D'ailleurs, Brigandine le fait aussi, hein, donc il n'y a pas de souci, hein. Mais c'est vraiment une interprétation. Et vraiment, ce que j'aime, c'est que c'est un effet qui s'applique. Il n'y a plus cet aspect... c'est les points de vie qui déterminent tout. Donc ça veut dire que là, c'est le coup qui compte. Vous pouvez mourir d'un coup, vous pouvez subir une blessure immédiatement, même si vous étiez frais. Et ça, c'est vraiment important pour moi. C'est vraiment important qu'il y ait ce risque-là. Alors, quand c'est un personnage joueur, ils peuvent utiliser la détermination comme de la chance. En cochant une case en détermination, donc en utilisant un point de détermination, ils peuvent relancer un dé. Ce qui ne veut pas dire qu'ils vont réussir le test d'ailleurs, et donc ça les épuise aussi, ça contribue, donc il y a un coût. Mais ça peut leur permettre de durer et de ne pas mourir sur simplement un mauvais jet. Voilà, qu'on s'entende. Sachant que les PNJ ne peuvent pas utiliser la détermination comme des points de chance. Ça, c'est une différence
entre les PNJ et les PJ dans mon système. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce dont je voulais vous parler. Je vais peut-être rajouter un dernier point quand même, c'est le surnombre. Le surnombre dans les jeux est souvent mal géré, je trouve, alors que dans la réalité, et j'insiste sur le réalisme depuis le début, le surnombre c'est dévastateur en combat, surtout en combat au corps à corps. Quand vous êtes à 1 contre 3, même si vous êtes un excellent combattant, vous êtes quand même en grande difficulté. Donc mon système le gère, et je voulais qu'il le gère de manière rapide. Si je compare à du Brigandine, qui gère aussi le surnombre d'une certaine manière, hein, c'est que vous allez faire un jet de combat contre tous les ennemis qui sont en face de vous. Ça prend trop de jets de dés pour moi, ça. Donc, moi, ce que je fais, c'est que déjà, quand un personnage joueur affronte plusieurs ennemis, eh bien, tous les ennemis voient leur difficulté totale, je vous en réfère au brigand, là, avec sa difficulté totale, augmenter de 2 par ennemi présent en plus du premier. Donc s'il y a 3 ennemis, c'est plus 4 à tout le monde. Donc là, notre brigand à difficulté 9, eh bien s'ils sont 3, il aura une difficulté de 13. Et ses copains auront aussi plus 4 à la difficulté. Donc ça fait très très mal. Alors ça représente aussi le fait que par exemple, contre des brigands pas bien protégés, pas très forts, un chevalier en armure de plaque complète aura quand même une chance parce qu'il aura de l'équipement pour l'aider. Mais le surnombre, ça fait très mal. Et là, le joueur jette un seul jet de combat. Il dit en avance sur quel ennemi il va jeter son dévolu, c'est-à-dire lequel il va tenter de blesser, parce que contre les autres, il ne pourra que défendre. Donc il choisit en amont, mais il fait un seul jet. Il fait un seul jet, et ce jet est le résultat qu'il va utiliser pour voir s'il arrive à attaquer ou à se défendre contre tous. Je vous donne un exemple. Vous avez 2 ennemis dont la difficulté totale est de 13 à cause du surnombre, et puis un autre qui a une difficulté totale de 11, parce qu'il était un peu moins fort. Bon, ben, si le joueur fait 12, ça veut dire qu'il a réussi à attaquer contre un des adversaires, parce qu'il a fait plus que lui. Par contre, les 2 autres, il n'a pas réussi à se défendre, donc ils vont appliquer les dégâts contre lui. Et là, c'est la même chose. Donc il fera ses dégâts contre celui qu'il a réussi à toucher, et il va jeter les dégâts aussi contre lui-même pour ceux qui l'ont touché. Et c'est pareil, je jette qu'un seul jet de dégâts, mais je mets plus 1 par ennemi en plus du premier qui ont réussi à le toucher. Le but étant de ne lancer qu'un dé à chaque fois. Je ne veux pas que le surnombre rallonge le combat et nécessite plus de jets de dés. Donc en fait, quand il y a du surnombre, on sent l'impact du surnombre, on le sent vraiment, mais ça ne ralentit pas le jeu, parce qu'il y a autant de jets que si on était en 1 contre 1. Et à l'inverse, si c'est les joueurs qui sont en surnombre, eh bien en fait c'est l'ennemi contre qui ils sont qui va perdre 2 de difficulté par allié, en plus du premier qui se bat contre cet ennemi-là. Voilà. Donc le surnombre peut être un grand avantage ou un grand désavantage, suivant s'il est en votre faveur ou en votre défaveur, évidemment. Voilà, je pense que ça suffira pour aujourd'hui. J'espère que j'ai pu être clair dans les explications. Il y a beaucoup de choses à dire, mais comme je vous le disais, j'ai la prétention qu'en pratique, ce système soit simple. Et une dernière fois, je vous l'avais promis, je refais ma pub. Je vous invite à aller regarder le premier épisode des Enfants du Fleuve sur la chaîne Pilule Rouge. Je vous mets le lien en description, parce que très vite, au bout des 10 premières minutes, je crois, ou des 15 premières minutes, il y a un combat qui est assez vivant. Et qui utilise ce système. Voilà, donc allez voir, ça vous donnera une idée, et peut-être que ça vous donnera envie de tester ce système, ou peut-être de vous en inspirer. Si vous avez aimé cette vidéo, petit pouce bleu pour le montrer, abonnez-vous à la chaîne, et je vous dis merci pour votre écoute, et à très bientôt sur la prochaine vidéo.